On va notamment parler avec Monsieur Jean-Raymond Passard, qui est le président de la mission, le directeur de la mission locale Guyane. On va dire des compétences de la mission locale à travers justement cette loi du plein emploi, rentrée en vigueur le 1er janvier dernier. Soutenir les jeunes dans leur démarche administrative, leur conseiller des formations, les aider à trouver un logement ou à passer le permis. On va dire c'est à ceux que vous gérez généralement à la mission locale. Sauf que depuis le début d'année, la loi plein emploi qui a été, on va dire, mise en activité en 2013 plus précisément et rentre en vigueur officiellement en 2025, met la lumière sur d'autres compétences puisque tous les jeunes que vous aviez en votre possession, on va dire, pour les accompagner, sont automatiquement inscrits à France Travail. Alors c'est pas tout à fait ça, mais effectivement, déjà bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Donc effectivement, là on met en œuvre la loi pour le plein emploi. Donc c'est important peut-être de rappeler ce que c'est en quelques mots. L'objectif de cette loi, c'est de faire en sorte que les opérateurs du réseau pour l'emploi travaillent tous ensemble. Les missions locales qui ont une compétence dans l'accompagnement des jeunes, le Cap Emploi qui accompagne les personnes en situation de handicap, au sens large, jeunes et moins jeunes, et puis France Travail, qui est un opérateur qui œuvre concernant l'insertion. Et le réseau pour l'emploi, c'est le fait de réunir l'ensemble de ces acteurs pour avoir une force d'action beaucoup plus importante au bénéfice des acteurs qu'on accompagne tous les jours. Donc on va continuer par rapport à votre question, dans notre champ d'intervention. Et l'idée, celui que vous disiez, qui était d'inscrire de manière automatique les personnes, sans qu'elles n'aient de démarche spécifique à faire, elle est intéressante parce que plutôt que d'envoyer les personnes vers les différents acteurs, maintenant on aura une unité et une visibilité sur l'ensemble des acteurs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que chacun continue à œuvrer dans son champ de compétences. En gros, c'est faire en sorte que ces jeunes en insertion, pour la plupart, acceptent un travail le plus vite possible ? Alors, pas forcément, parce qu'ils peuvent être prêts ou pas prêts. Donc, c'est pour ça que je dis le processus d'accompagnement qui consiste à lever les freins qu'il peut y avoir à la mobilité ou d'être formé pour avoir une compétence, elle continue à exister. Par contre, quand ils vont être dans le processus d'emploi, on n'aura pas besoin de réexpliquer à France Travail quel aura été leur parcours, quelles sont leurs compétences, parce que tout ça sera inscrit et visible par les conseillers, soit de la mission locale, soit du Cap Emploi, soit de France Travail. Sur le papier, ça paraît tellement beau, mais en réalité, vous le faites déjà et ça ne fonctionne pas. Alors si, ça fonctionne. Ah ben non, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi et qui n'arrivent pas à trouver une voie effective, efficiente. Parlons chiffres. Nous, on accompagne 5000 jeunes. Il y en a 900 qui sont rentrés en emploi en 2025. Donc c'est important. C'est que cette action, il faut comprendre qu'elle s'inscrit dans la durée. Des jeunes qui ont été en rupture scolaire à un moment donné ou rupture de parcours de vie ont besoin pour se reconstruire de temps. Donc, vous voyez, sur les 5000 qu'on accompagne, 900, ça pourrait paraître peu. Alors là, je parle uniquement de la mission locale 113, puisque ce qui est important de dire, c'est qu'on a aussi une mission locale dans l'Ouest qui accompagne à peu près le même nombre. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et qui est important, c'est-à-dire que, nous, on y croit parce que c'est notre vocation de tous les jours, sortir les personnes les plus éloignées de ces parcours et de les amener vers de la qualification et de l'emploi, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Et on y concourt et ça fonctionne. Alors maintenant, vous ne dites pas le petit astérisque, c'est si le jeune qui n'y arrive pas, la loi plein emploi dit qu'il faut automatiquement maintenant avoir 14 jours de formation ou de formation prouvée. Sans ça, on sucre le RSA. Alors, encore une fois, deux choses. Il y a la question du RSA, parce que tout le monde n'est pas au RSA parmi l'ensemble des jeunes. Là, l'idée, encore une fois, la loi dans son esprit, telle qu'elle est vécue, c'est de dire que les personnes qui sont les plus éloignées, on va favoriser et mettre plus de moyens pour pouvoir les sortir de leur situation.
considérant que le cercle vertueux n'est pas celui de simplement donner une allocation, mais de donner une allocation parce que c'est nécessaire pour vivre, mais d'apporter un accompagnement et mettre des moyens pour cet accompagnement. Donc la loi s'est centrée sur ces publics, et notamment les bénéficiaires du RSA, en disant aux opérateurs, on demande, et ça c'est ce qu'on appelle l'obligation des 15 à 20 heures d'activité, mais qui, je vous le dis pour que vous soyez bien clair, existait déjà avant pour les jeunes qu'on accompagne dans le cadre du contrat engagement jeune, était déjà présent. Et donc on va forcer cet élément-là. Dans l'esprit, c'est une bonne chose. Forcer ? Parce qu'on a l'impression qu'on passe de l'insertion au contrôle. Là. Pas forcément du contrôle, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit des exceptions, des personnes qui sont vraiment en incapacité de pouvoir mettre en œuvre ces 15 à 20 heures. Le RSA ne sera pas systématiquement bloqué, mais il y aura une analyse au cas par cas de ces situations. Donc, si vous voulez, l'orientation de la loi, c'est quand même de dire... On favorise un certain nombre de publics, notamment ceux qui sont les plus éloignés, pour pouvoir leur apporter plus de moyens et leur permettre d'accéder à une autonomie qui passe dimension sociale généralement mais par vous dites, emploi. on favorise un certain public, ça veut dire quoi derrière? On défavorise un autre public? Parce que quand vous avez cette précision... On a envie de savoir derrière... En fait, quand on dit, c'est pas qu'on défavorise, c'est-à-dire qu'on va avoir des publics qui sont plus autonomes et qui demandent moins d'accompagnement, et qui vont rentrer dans un processus. Et ce qu'il faut comprendre aussi dans cette loi pour le plein emploi, c'est qu'il y a plusieurs parcours. Il y a des personnes qui vont avoir des parcours plus directs, des personnes qui vont être autonomes et qui, par une plateforme, vont pouvoir accéder à de l'information et l'accès à l'emploi. Et puis d'autres où il va falloir les accompagner, les mettre dans des ateliers, lever toutes les problématiques de mobilité, de garde d'enfants, pour leur permettre de rentrer dans un cercle, j'ai envie de dire, vertueux. C'est pas simple, Comme vous le disiez, sur le papier, ça peut être bien, mais on va être confronté à des réalités. Et ces réalités, on va les confronter aux différentes solutions que l'on va pouvoir proposer. Avant d'accueillir Christian qui souhaite intervenir pour notre débat, c'est vrai qu'on vous reçoit, vous, aujourd'hui, Jean-Raymond Passard, en tant que directeur de la mission locale. On aurait pu recevoir aussi un maire, puisque les communes sont concernées par cette loi. Est-ce que les maires, aujourd'hui, les communes, ont cette envie de prendre à bras-le-corps, effectivement, ce volet? J'ai envie de dire que tout le monde est concerné. Le renforcement de la loi, c'est qu'il a précisément fait en sorte que les collectivités locales, au sens large, communes, collectivités territoriales, avec l'État, soient concernés dans la gouvernance. Il va y avoir ce qu'on appelle des comités locaux où, dans chacun des territoires, on va mettre en face les élus, les techniciens, pour apporter des réponses très concrètes. Ça peut être la mise à disposition de locaux, d'avoir aussi ce qui va se faire sur les territoires en termes de développement économique et le lien qu'il peut y avoir avec l'emploi. Et donc, ils sont maintenant complètement intégrés à la gouvernance. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que ça aille plus loin, c'est qu'ils soient aussi intégrés dans le financement. Parce que, bien évidemment, tout ça demande des moyens. Et pour pouvoir les mettre en œuvre, et c'est de les intégrer dans la gouvernance, c'est qu'il y a une idée derrière, c'est aussi qu'il y ait plus de moyens. Mais c'est pas déjà le cas, les missions locales ne sont pas financées à un certain pourcentage par les collectivités ? Oui, tout à fait. Alors nous, et ça reste, c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas dans une fusion, on est essentiellement financé par l'État, la collectivité territoriale et par les EPCI aussi, qui participent en termes de financement. Mais ce qui change véritablement, c'est que là, dans la gouvernance, les collectivités sont associées, et donc c'est le fait de réunir encore une fois l'ensemble des acteurs pour apporter les réponses les plus adaptées, en sachant que d'un territoire à un autre, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes sujets, et que d'avoir non pas quelque chose de descendant du niveau de l'État, mais d'avoir une implication des acteurs locaux est complètement essentiel. On va accueillir Christian qui souhaite intervenir. Bonjour Christian. Oui, bonjour Tano, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, monsieur Passard, bonjour. C'est très bien votre approche systémique, interactive entre les différents intervenants. Et je pense que l'approche systémique est une approche de plus en plus vulgarisée et c'est excellent. Mais par contre, est-ce que vous vous intéressez au profil psychosocial des jeunes?
et de leur appétence à s'insérer dans la société. Et si vous vous y intéressez, quels sont les moyens que vous mettez en place en dehors de la structure pour évaluer, analyser leur profil psychosocial? Parce que leur profil psychosocial est un élément fondamental pour vous puisqu'il va motiver votre partenariat. Alors, est-ce que c'est bien beau de faire des structures? Vous avez des moyens pour évaluer, analyser leur profil psychosocial et leur appétence? Alors, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Ça me permet justement de renforcer ce que l'on disait au départ concernant l'expertise que nous avons dans l'accompagnement. Spécifiquement, moi, je vais parler des jeunes puisque ce sont ces publics auxquels on s'intéresse. Jusqu'à 26 ans. Voilà, tout à fait, jusqu'à 26 ans. Alors, très important par rapport à la question qui vient d'être posée, nous avons au sein de notre mission locale une chargée de mission santé et nous avons une convention pluriannuelle avec l'ARS pour parler et évaluer toutes les questions de santé autour de la jeunesse. Et la question, d'une part, de la santé mentale, du profil psychologique, nous travaillons avec une psychologue clinicienne, nous avons des assistantes sociales et qui vont, sur l'ensemble du territoire, faire l'analyse des besoins de ces jeunes et y apporter un certain nombre de réponses. Parce qu'une fois qu'on a fait l'analyse, c'est bien beau, mais c'est quelles sont les actions qui sont portées. Et on travaille avec toute une série d'acteurs, de structures spécialisés qui vont venir travailler sur notamment ce profil, mais aussi sur les réponses que l'on va apporter. Et ça va continuer très fortement dans le processus d'accompagnement. Et je rejoins l'auditeur qui dit que c'est sur cette base, sur ce socle, que l'on peut construire un accompagnement. Et quand tout à l'heure je vous disais que ça prenait du temps, c'est ça. C'est-à-dire que pour un certain nombre de personnes, ça peut aller très rapidement, mais pour d'autres, on va devoir travailler en profondeur avec des acteurs spécialisés pour construire le parcours et de vie et aussi professionnel du jeune. Dans un contexte social très compliqué et tendu, quand on sait qu'en Guyane, il y a une crise du logement, crise du transport, comment on peut... on va dire, laissant entrevoir à une certaine frange de la population qu'il est possible de retrouver le plein emploi, parce que c'est ce dont on vient la question. On n'est pas là à avoir des petites, c'est-à-dire des métiers bouche-trou, en fait. Tout à fait. Comment accéder le plein emploi et accéder à un CDI quand on a des difficultés pour se déplacer, quand on a des difficultés pour se loger, des difficultés pour se nourrir? Voilà. Alors, moi, pour répondre à cette question, je dirais c'est notre axe principal, c'est de dire, même si le contexte est difficile, il faut mettre en œuvre des choses. L'objectif du plein emploi, c'est une perspective. Comment on y arrive progressivement, en mettant un certain nombre de places, mais dans ce contexte, aussi difficile soit-il, il faut agir. Et le plein emploi, dans quel type d'emploi? Par exemple, en Guyane, en ce moment, il y a des secteurs tendus où on ne peut plus embaucher. Quels sont les secteurs porteurs où diriger les jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent en fait, il y a des secteurs, ce qu'on appelle les métiers en tension, mais où on ne va pas forcément avoir la réponse en face parce qu'on n'aura pas les qualifications. Donc, il faut travailler les dimensions de formation. Il y a les questions d'attractivité d'un certain nombre de métiers, c'est-à-dire où les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ne veulent plus aller parce qu'il y a des difficultés, il y a une complexité. Et donc, c'est travailler sur toutes ces dimensions de l'emploi. Vous voyez, à travers tout ce que vous évoquez, c'est de dire que le processus d'accompagnement, c'est quelque chose qui se fait dans la durée, qui se fait en profondeur pour pouvoir, et on obtient un certain nombre de résultats. C'est-à-dire que, ne pas dire qu'on n'est que simplement... Mais j'entends par là, il n'y a pas de plan défini, c'est-à-dire on ne sait pas, en Guyane, là par exemple, l'hôtellerie-restauration, c'est là qu'on a l'impression visuellement de concentrer tous les jeunes qui ont besoin d'un emploi. Est-ce qu'il y a, on va dire, des secteurs d'activité où on sait? Ah oui, bien sûr. Et d'autres à venir, qui ont de l'avenir? Absolument. À long terme. On a les secteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser du tertiaire, qui sont encore... très sollicité en Guyane, où on a besoin. Tout ce qui concerne les éléments d'encadrement intermédiaire dans les secteurs du bâtiment, parce qu'on a beaucoup formé des bas niveaux de qualification, et donc aujourd'hui on a une main-d'œuvre, mais tout ce qui va concerner l'encadrement. Donc on a des éléments très précis, et d'ailleurs dans la réunion de l'expertise de France Travail et des missions locales, puisqu'on a un service emploi qui travaille sur toutes les dimensions que vous évoquez, et on va travailler sur toute une série de filières. Les filières d'agriculture.
où il y a et notamment l'agro-transformation, où il y a un fort besoin et où les jeunes n'ont en représentation que sur ces métiers le fait d'être sur un terrain et travailler, alors qu'il y a toute une série de métiers. Donc la découverte des métiers, la découverte des champs d'intervention, nous on travaille sur toutes ces dimensions. Mais il y a des plans qui existent et on a ce qu'on appelle les métiers en tension, et pour lesquels il y a tout un travail, notamment au niveau des formations à mettre en œuvre, alors de formation courte ou des fois formation plus longue, ça va dépendre du niveau de qualification du bénéficiaire pour arriver à ces éléments-là. Naturellement, si vous voulez intervenir, vous le savez, cet espace vous est dédié au 31 90 00. Faites comme Christian, vous nous appelez et vous allez pouvoir intervenir sur effectivement le sujet. Alors c'est vrai qu'on a parlé des entreprises, je crois qu'il faut créer une synergie entre les entreprises, entre les jeunes, et vous faites un travail de terrain qui est considérable avec notamment toutes les personnes qui travaillent au sein de la mission locale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'en 2025, les entreprises vont recruter plus de jeunes qu'auparavant ? Je peux pas vous le dire, c'est-à-dire que nous on y travaille, mais le travail avec les entreprises, effectivement, c'est un secteur aussi à développer parce qu'il faut pouvoir les impliquer. Les représentations, on parle de la génération Z avec toutes les représentations qu'on a aussi des entreprises sur la jeunesse. Il y a aussi l'attractivité des différentes entreprises. On parlait tout à l'heure du secteur de la restauration où on a véritablement du mal à faire les jeunes adhérer. Ouais. Et ça ne pourra se faire qu'avec les chefs d'entreprise qui vont pouvoir venir présenter leur métier, qui vont aussi mettre des conditions d'attractivité pour l'accès à l'emploi. Voilà. Et il existe plein de dispositifs, c'est-à-dire où on peut essayer les périodes d'immersion, où on va tester des éléments sans complètement s'intégrer. Et toutes ces petites solutions qui peuvent paraître anodines permettent à un moment donné de favoriser l'emploi. Oui, mais quand les RSCMA notamment, qui forment énormément de jeunes ici en Guyane, vous disent qu'effectivement nous les formons, mais après il n'y a pas de suite parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui embauche, il n'y a pas de possibilité effectivement d'emploi durable. Vous répondez quoi, vous ? On répond que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi qu'il ne faut pas former, qu'il ne faut pas continuer à former, accompagner, structurer les individus de manière à ce que quand l'emploi va être présent, qu'ils puissent le saisir. Donc on travaille sur toutes ces dimensions. Alors justement, on parle d'eux sans savoir comment ils se portent, ces jeunes que vous accompagnez au quotidien. Est-ce qu'ils ont, on va dire, des rêves, des aspirations Voilà, les jeunes que vous accompagnez, ils sont combien, rappelez-nous ? Alors nous, on en accompagne 5000. Là, je parle de la mission locale Centre et Savane, mais nos collègues de la mission locale de l'Ouest guyanais en accompagnent à peu près le même nombre. Ça veut dire que ça fait un nombre de jeunes. Et juste pour vous donner une représentation, ce qu'on appelle les jeunes ni en emploi ni en formation, en Guyane, on en a à peu près 50 000. Donc vous voyez, quand je vous dis, on en accompagne, nous, les 2 missions locales réunies, à peu près 10 000, vous voyez qu'il reste encore un travail important d'aller auprès de ces jeunes. Il y a tous les dispositifs d'aller vers pour ramener les jeunes à nous, pour qu'ils rentrent justement dans un processus d'accompagnement. Et puis vous me parlez de comment ils sont ces jeunes. Alors justement, je vous parlais tout à l'heure des représentations. On a souvent des représentations négatives, à tort, parce qu'on a des jeunes en Guyane qui se battent, qui en veulent, qui sont, comme vous le disiez, dans un contexte global qui est difficile, mais qui est le nôtre. Donc il faut arrêter de pleurer tout le temps sur notre contexte. On a un contexte, dans d'autres environnements, il y a d'autres contextes, et il faut se battre avec notre environnement, avec nos spécificités, avec nos particularités, travailler tout ce qu'on appelle le développement endogène aussi, sur un certain nombre de territoires où il n'y a pas du tout d'entreprise, parce qu'on pourrait se dire je vais à Camopi, je vais dans certains territoires, il n'y a pas d'entreprise, à quoi ça sert d'accompagner ? Non, on doit être présent, on doit accompagner, on doit favoriser du développement endogène, et les jeunes construisent. Donc on a quand même, parce que c'est l'avenir de notre pays, la jeunesse, alors ça peut paraître
un mot comme ça, mais on ne peut pas faire l'économie de l'accompagnement, de la formation, de la remontée en niveau de notre jeunesse. Donc, il faut que tous les acteurs, mission locale y compris, y concourent parce que c'est notre perspective. Il y a Christine qui souhaite vous parler, oui. Jean-Raymond Passard. En tout cas, elle a une question. Bonjour Christine. Oui, bonjour, voilà. Alors, c'est pas une question, c'est pour un encouragement. Je dis bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour Christine. Voilà, et je voudrais encourager et féliciter Monsieur Passard pour son entreprise, pour sa démarche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui en veulent. En Guyane, qui veulent s'en sortir, qui veulent travailler. Il faut les encourager j'encourage vraiment et je félicite votre mission, monsieur. Merci beaucoup. Merci Christine, merci de votre appel. Alors, il y a Frédéric Loumetto, que vous connaissez certainement, qui gère les bourses Erasmus, et elle dit « On a énormément de bourses à proposer à des jeunes de 18 à 30 ans. Nous manquons de jeunes. Est-ce qu'on peut être en convention avec la mission locale. Voilà. Absolument, oui. Et bon, juste au niveau, moi, de l'Union nationale des missions locales, je suis le référent mobilité internationale. Ça tombe bien. Et tous les bienfaits d'une mobilité qui rend le jeune beaucoup plus autonome, qui lui permet d'ouvrir le champ des possibles, puisqu'on a besoin aussi en Guyane de faire ce travail, parce qu'on a une vision très restreinte des possibilités et d'ouvrir le champ des possibles. La mobilité est un outil extraordinaire. Donc, il n'y a aucun problème de pouvoir rentrer en contact avec nous je vous transférerai son numéro et pour mettre en œuvre. Et justement, ça m'amène à cette question. Ne faudrait-il pas y avoir un guichet unique justement pour la jeunesse pour avoir toutes les informations au même endroit? Parce que là, j'ai l'impression que les acteurs sont un peu éparpillés et on vient de le voir à l'instant avec cette question. Alors, justement, pour revenir à la question de la loi pour le plein emploi, alors, c'est pas le guichet unique, mais c'est plutôt de dire partout où le jeune ira, il aura la même information et il n'aura pas besoin de la répéter plusieurs fois. Il y a le principe dans cette loi qui est « dites-le nous une fois ». Parce que beaucoup ont fait du boomerang en disant « bon ben tu me l'as dit ici, non mais c'est pas pour moi, il faut que tu ailles là-bas ». Le fait d'avoir un système d'information unique où on a une visibilité, que le jeune ait été à France Travail, qu'il ait été à Cap Emploi ou qu'il ait été à la mission locale, chaque conseiller aura la visibilité de ce que le jeune aura dit parce qu'il sera sur une base unique. Pas un guichet unique parce que je pense que tous les acteurs sont importants. Je pense aux acteurs associatifs, je pense à tous ceux qui œuvrent sur le terrain et notamment chacun à son endroit et qui peut être une porte d'entrée pour un jeune que nous, les personnes ne viendront pas à nous spécifiquement. Et le fait de mettre en lien l'ensemble de ces acteurs pour apporter une réponse, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus efficace. Le guichet unique concentre, et puis on a un effet d'étranglement et on a des traitements qui sont dans la durée. Donc le principe est un petit peu différent, qui est dans plutôt cette répartition, mais de faire en sorte que on n'ait pas à répéter ce que l'on a déjà dit, redéfinir son parcours, savoir s'il a fait une formation dans telle et telle chose et recommencer. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de ce sens-là. Vous avez des personnes qui sont dans des cycles de formation interminables et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on le concrétise par autre chose. Et là, de fait d'avoir une visibilité beaucoup plus large, voilà. Alors, c'est ce que favorise cette loi pour le plein emploi. Alors, ça va pas être simple pour nous, mais ce que je veux dire au grand public, c'est que ça doit vraiment favoriser justement l'information et l'accès à l'emploi pour vous êtes prêt à accueillir tout le monde dans vos locaux un peu partout en Guyane, à Cayenne, à Matoury, à Montjoly et à Saint-Georges, dans l'Ouest, voilà, absolument. Très bien. Merci beaucoup Jean-Raymond Passard, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et par la même occasion informer tout le monde s'agissant de cette loi du plein emploi.